Merci d'être là. Je ne vais pas vous présenter les gens qui vont vous parler. C'est Aurélie Ferrand, la directrice de la Maison des artistes, qui va le faire. Mais vous savez que c'est une conférence table ronde questions-réponses sur les NFT. Les NFT, il y a beaucoup d'artistes qui sont soumis à ça, moi le premier. On ne comprend rien, on ne sait pas ce que c'est. Et en général, on répond non. Donc, les gens qui sont ici sont des spécialistes, pas des NFT forcément, mais ils utilisent et ils savent de quoi ils parlent. Donc voilà, je laisse la parole à Aurélie. Merci beaucoup, Claude. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de participer à cette table ronde sur les NFT. C'est vrai qu'à la Maison des artistes, on a très souvent des questions, malheureusement parfois un peu négatives ou interro-négatives, avec tous les risques qu'on connaît. Et c'est pour ça qu'on est très content de pouvoir s'associer à la DHGP sur les questions juridiques sur cette table ronde. Et je remercie également très fortement Valsiem Lab, représenté ici par ses cofondateurs et par l'artiste Clément Mougel. Donc, pour une rapide présentation, on va commencer peut-être par la DHGP. Vous connaissez tous la DHGP, donc organisme de gestion politique de droits d'auteur, qui donc permet une répartition des droits d'auteur lorsque besoin. Il faut appuyer fort et quand c'est vert, c'est bon. On vous invite forcément à adhérer à la DHGP. L'adhésion est à vie et ça permet en fait une traçabilité, enfin de tracer l'utilisation de vos œuvres et de pouvoir vous apporter une rémunération fonction de cette utilisation. Donc la DHGP propose aussi évidemment du conseil, des cours de création, des ateliers, plein de choses. Voilà. Donc, pour ce qui est de Valsiem Lab, c'est un petit peu plus obscur encore pour moi, mais disons que c'est un laboratoire qui est né de l'expérience de Clément en tant qu'artiste autour des NFT. Clément donc, a agrégé autour de son œuvre au moins 2 personnes, qui sont donc Kevin Schubert, consultant en cabinet conseil numérique, et qui a intégré Valsiem Lab en 2023. Et Olivier Vernier, cofondateur de Valsiem Lab. Et donc Clément est ici, donc artiste peintre, fondateur de Valsiem Lab, et qui a fait les Beaux-Arts de Paris. Alors, pour l'organisation de la table ronde, je vais quand même vous parler, enfin vous dire de quoi on va parler, parce qu'il y aura des questions. Vous avez tous très envie d'exprimer vos doutes et vos questionnements. Donc, il faudra patienter un petit peu et puis s'assurer que vous avez bien tout entendu avant de lever la main, comme ça, on est sûr de ne pas répéter. Alors, on va faire ça en 2 parties. Une première partie va évoquer le marché des NFT, mais d'abord une partie un peu pédagogique sur un retour sur les mots en anglais, c'est mystérieux, donc une partie décryptage. Ensuite, comment se situe le marché, quels sont les leviers, quelles sont les tendances, les chiffres. Et puis ensuite, on va parler justement de l'expérience de Clément Mougel, qui, comme beaucoup d'entre nous ici, n'y connaissait pas grand-chose avant de commencer. Donc forcément, il y a tout un parcours très riche à nous expliciter. Ensuite, une deuxième partie sera assurée par Thierry Maillard, que je n'ai pas présenté. J'ai présenté la DHGP, mais pas Thierry Maillard, pardon. Donc, Thierry Maillard est directeur juridique de la DHGP. Et lui, pourra répondre, enfin, explicitera les risques, les points de vigilance à observer concernant les NFT, et notamment sur la question des droits d'auteur et sur la question des arnaques. Voilà. Donc, vous voyez qu'on essaie de montrer les choses assez largement. Donc, peut-être qu'on fera une petite session questions-réponses à l'issue de la présentation de Clément, Kevin et Olivier, et une autre à l'issue de la présentation de Pierre Maillard sur les questions juridiques, si ça vous va. Donc, encore un grand merci à tous. Et puis, je vais donner la parole. Alors, est-ce que c'est Kevin qui démarre? Oui, vous m'entendez bien? Ouais. Du coup, je vais mettre le nom comme ça, pour avoir des questions. Donc, un grand merci à vous d'être présents pour cette table ronde. J'espère qu'on saura répondre à vos interrogations, en tout cas, on essaie de faire le mieux possible. Et comme l'a explicité Aurélie, avant de rentrer dans l'expérience de Clément qui s'est lancé dans les NFT, on s'est dit que c'était bien de mettre un peu de contexte, d'introduire ce qu'est le Web3 et les NFT, puisque quand on arrive dans cet univers, on découvre beaucoup de mots et on ne sait pas forcément d'où ça provient.
Dans cette première partie, je vais vous faire une introduction au Web3 et au NFT, et ensuite on passera à la partie concrète avec le retour d'expérience de Clément, artiste peintre IRL. Donc c'est un terme qu'on utilise dans le Web3 qui veut dire in real life, donc un artiste peintre à la base. Alors, avant de commencer, la grande question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce que le Web 3? Je pense que vous avez tous et toutes entendu parler de ce terme. Pour faire les choses simples, on a tous connu la création du web, où on pouvait se connecter, pouvoir consulter, pouvoir lire, sans forcément interagir. C'était la création des boîtes mail avec Yahoo, des moteurs de recherche comme Lycos, si ça vous parle. Donc c'était vraiment un web où on pouvait uniquement consulter et lire et commenter à interagir via des boîtes mail. On appelait ça le web statique. Aujourd'hui, après ce web 1, il y a eu une évolution qui est le web 2. Donc la grosse différence, c'est que avec le web 2, c'était un web 2 participatif. On pouvait commencer à créer du contenu. On pouvait commencer à interagir sur des nouvelles plateformes, l'avènement des réseaux sociaux. Donc là, on pouvait créer du contenu, partager du contenu, échanger sur du contenu. Donc c'était beaucoup plus participatif, avec toujours cette notion de création de contenu, donc création de la donnée. Donc Google et les GAFAM se régalent, puisque aujourd'hui on parle beaucoup d'RGPD, donc préserver les données personnelles. Et lorsqu'on navigue sur le web et lorsqu'on met des choses sur Facebook ou autre, c'est toutes ces grandes sociétés qui captent nos données. Donc le web 2, c'est ça, c'est création, participation, échange via les réseaux sociaux, dans un univers qui reste centralisé et capté, on va dire, par ces grosses sociétés qui sont Google, Amazon et autres. Et du coup, on arrive au Web 3. Qu'est-ce que le Web 3? Tout simplement, à l'ère des données, donc le nouvel or pour les entreprises, c'est que ces données, grâce à des nouvelles technologies, en fait, on possède tout ce qu'on crée. Donc c'est vraiment cette capacité à gérer la donnée, à la posséder, et du coup, lorsque on la publie, on l'utilise via la technologie de la blockchain, que j'expliquerai juste après, on est en capacité de détenir ces données. Et c'est vraiment ça qui change le paradigme, c'est que grâce à des nouvelles technologies, on n'est plus dépendant de ces mastodontes qui, entre guillemets, utilisent nos données pour qu'on puisse profiter de leurs services. Et là, nous sommes propriétaires de nos données qu'on utilise et qu'on met à disposition ou on peut vendre également. Donc c'est un web du coup décentralisé qui n'appartient pas à des entreprises ou à un tiers de confiance. C'est vraiment ça la notion de web. Et donc du coup, on va parler de nouvelles sociétés, des nouveaux termes comme Bitcoin, comme blockchain, forcément Web3, tout ce qui est wallet également. Donc tous ces nouveaux univers que vous commencez à entendre de plus en plus parler et qu'il faut appréhender puisque l'évolution ne s'arrête pas à nos intérêts et il faut poursuivre et continuer de s'intéresser à l'évolution. Toute évolution se passe par une révolution. Donc là, c'est une révolution technique et cette révolution, c'est la blockchain. Donc vous avez tous entendu parler de blockchain qui a été créée via le Bitcoin. Donc on peut vous parler, ça s'appelle Shinney Nakamoto, qui est une personne ou un groupe de personnes, je ne sais pas, qui a été créé du coup en 2008. En fait, tout simplement, qu'est-ce que la blockchain? À la base, c'est un programme informatique, cryptographique, qui permet l'échange de pair à pair, donc de personnes entre personnes, sans tiers de confiance, donc totalement décentralisé. En fait, cette technologie permet à tout à chacun de pouvoir échanger des tokens, des NFT, sans passer par un institut bancaire, sans passer par un tiers de confiance. Token qui va être explicité tout à l'heure. Donc si on fait une analogie, je pense que la blockchain, vous pouvez avoir comme un énorme livre de compte où toutes les transactions, tout ce qui a été mis dans cette blockchain est gravé dans le marbre, immuable,
est justement transparente, puisque tout à chacun peut consulter cette blockchain et voir les transactions qui s'y trouvent. Et du coup, pour interagir avec cette blockchain, forcément, vu que c'est un logiciel, un programme informatique, il faut une interface. Et cette interface, on l'appelle le wallet. En fait, le wallet nous permet d'interagir avec cette blockchain, de la consulter et surtout de consulter ce qu'on détient. Donc l'analogie de ce wallet, c'est le portefeuille, un portefeuille numérique où à l'intérieur, on peut voir ce qu'on détient sur la blockchain, que ce soit de crypto-monnaies ou des NFT. Donc retenez que c'est un portefeuille qui permet d'interroger la blockchain pour savoir ce qu'on possède. Parce que tout ce qu'on possède, c'est des empreintes numériques qui sont inscrites dans la blockchain et ce wallet permet d'interroger et de vérifier ce que l'on possède. Et donc, quand on parle de blockchain, empreinte numérique, de wallet, pour pouvoir consulter la blockchain, on ne consulte pas ce que l'on possède. Et donc, ce que l'on possède, ce sont les crypto-actifs. Donc, dans les crypto-actifs, vous avez les crypto-monnaies, comme le Bitcoin, dont on a la plupart du temps, ou d'autres crypto-monnaies comme Ethereum. Aujourd'hui, vous pouvez avoir entre 8500 et 10 000 crypto-monnaies qui existent. Donc, autant de crypto-monnaies que de projets, que de possibilités. La plus ancienne étant le Bitcoin, c'est pour ça qu'on entend plus parler du Bitcoin. Donc, les crypto-monnaies s'appellent tokens, donc token en anglais. Et ensuite, si on fait une analogie, c'est comme de la monnaie pour pouvoir acheter des choses, donc que ce soit l'euro ou le dollar. Et ensuite, le deuxième cryptoactif, ce sont les NFT, non-fungible tokens. Alors la différence, c'est qu'un token a une valeur qui est identique. Si vous prenez un euro, vous pouvez l'échanger contre un euro, c'est exactement la même valeur. Donc ils sont fongibles. Donc un token est fongible. Pourquoi NFT? On ne fongit pas le token parce qu'un NFT n'est pas une crypto-monnaie. Ça peut être une œuvre d'art, ça peut être une vidéo, ça peut être tout ce qu'on peut mettre en fait dans un fichier numérique. Et du coup, lorsque vous avez une œuvre d'art numérisée et certifiée ou authentifiée par NFT, bien entendu, vous n'allez pas pouvoir l'échanger contre une autre œuvre d'art puisque les valeurs ne sont pas forcément les mêmes. C'est pour ça qu'on parle de non-fungible. Et l'analogie qu'on peut faire, typiquement, imaginons des cartes Panini qu'on a tous connues. Et les NFT seraient des cartes Panini. Vous avez différents joueurs, des joueurs plus ou moins rares. Vous n'allez pas forcément les changer avec des joueurs qui sont plus communs. Vous allez vous dire, oui, mon joueur Michel Platini, clairement, je ne vais pas les changer contre un défenseur qui est peu connu. Donc c'est pour ça qu'ils sont non fongibles. Donc il va y avoir une tractation, une négociation. Et puis la blockchain, ça pourrait être clairement un album sur lequel on vient coller nos étiquettes, qui est pour le coup complètement numérique. Donc ce sont des principaux termes, bien entendu il y en a beaucoup plus, mais moi ça permet d'introduire cette notion de Web3 et des technologies sous-jacentes qui permettent de parler des NFT. Alors si on rentre un peu plus dans le domaine des NFT artistiques, parce que comme vous l'avez compris, dans les NFT, nous pouvons mettre des vidéos, des fichiers numériques, n'importe quel fichier au sein de ce NFT pourrait être inscrit dans la blockchain. Donc dans les NFT, ça englobe tout ce qui peut être dénommé NFT, puisque c'est une technologie, c'est un moyen d'inscrire des choses dans la blockchain. Donc là, on va faire un focus sur les NFT artistiques. Et si on regarde par rapport à la création de ces premiers NFT artistiques, on a, on va dire, 4 grandes œuvres qui, du coup, on fait parler d'elles. Je pense que la première œuvre artistique NFT, c'est le Mac Wickerman, son pseudonyme c'est People, qui a créé une œuvre numérique qui s'appelle The First Triangle Mail. Et en fait, cette œuvre, à la base, pendant 5 jours, cet artiste a dessiné à la main une œuvre par jour. Et comment il a constitué son NFT? Il a assemblé numériquement toutes ces œuvres et a décidé de créer un NFT pour le vendre.
Donc à la base, c'est une œuvre physique qu'il a assemblée de manière digitale pour créer ce NFT et pouvoir le vendre. Et ce qui est juste incroyable, c'est que cette vente a eu lieu à la maison Christie's, donc réputée pour les ventes aux enchères. Donc ce n'est pas anodin. Et le prix peut faire sourire ou choquer, mais cette œuvre a été vendue à 69,3 millions de dollars. Donc, juste pour vous dire jusqu'où ça peut aller, et c'était très intéressant, c'est un travail artistique à la base qui a été numérisé et mis en NFT pour justement suivre la propriété et de pouvoir le vendre en tant que tel. Ensuite, une autre œuvre que je vais vous mettre en avant, c'est EVH. Donc là, c'est un artiste pareil digital, son pseudonyme c'est Pat. Et la particularité, c'est qu'il a créé une œuvre digitale, donc pour le coup 100% digitale, qu'il a divisée en plus de 200 000 unités. Et en fait, il a vendu chacune de ces unités à des personnes différentes, si des personnes voulaient plusieurs unités, pour qu'à la fin, ça constitue l'œuvre globale. C'est un projet artistique en tant que tel. Il a souhaité qu'une œuvre d'art puisse être possédée par de nombreuses personnes. Et du coup, il a divisé son œuvre en plusieurs unités. Qui a permis, au final, à 28 284 personnes en 2021 de posséder une partie de l'œuvre de EVH. Et donc, en vendant toutes ces unités, l'œuvre a terminé à un prix global de 91,8 millions de dollars. Et là, pour le coup, elle n'a pas été vendue en maison d'enchères, mais sur une plateforme NFT qui est une utilité de prix. Donc, on était sur EVH, donc qui était vendu par une plateforme qui est dédiée à la vente de NFT. Donc là, on voit qu'il y a deux styles d'art, physique puis digitalisé, et une œuvre qui est 100% digitale. Ensuite, on va parler de deux styles d'art, on va dire, qui est des avatars numériques. Aujourd'hui, appelé PFP, la Picture Profile. Et donc, il y a deux collections qui sont sorties du lot, vous avez certainement entendu parler, qui sont des CryptoPunks. À la base, c'est une collection de 10 000 NFT qui était gratuite, en référence à la culture punk, donc également sur le web. Et ces 10 000 NFT ont été donnés, et aujourd'hui, le CryptoPunk le plus cher qui a été vendu, c'est le numéro 58-522 sur les 10 000, il a été vendu à 23,7 millions de dollars. Donc ça représente une somme énorme qui, pour un style artistique particulier, et qui surtout à la base a été distribué gratuitement. Voilà, en fait. Et en fait, qu'est-ce qui fait le prix comme toute œuvre d'art, c'est forcément l'offre et la demande. C'est ce que l'œuvre raconte, c'est le projet artistique qu'il y a derrière. Mais là, dans les PFP, clairement, même s'il y a un style marqué, qu'est-ce qui fait la différence? C'est tout simplement la rareté de cet NFT, de ce CryptoPunk. Là, pour le coup, sur la supply, donc la quantité de 10 NFT, celui-ci, donc qui représente un alien, il n'y a que 9 CryptoPunk aliens sur 10 000. Donc, vous devez bien que celui qui a un alien, ceci va être beaucoup plus rare, donc il vaut beaucoup plus cher. Et en plus, le fait qu'il soit alien, comme vous le voyez, il y a un bandana. Et sur les 10 000, il y a eu 333 CryptoPunk qui ont un bandana. Donc tout ça rajoute de la rareté à cette œuvre. Donc là, on part vraiment d'un symbole, on va dire, pour ensuite basculer sur une collection de singes. On a tous entendu parler de ces fameux singes NFT qui valent des millions, et on se demande pourquoi. Tout simplement, là on touche quelque chose de beaucoup plus, on va dire, VIP. On cherche à créer un club privé. Et du coup, on trouve une collection particulière, donc du coup, les Board Club, qui a été créé par deux personnes qui ont ensuite créé cette société Yuga. Ils voulaient également surfer sur les CryptoPunks, mais en apportant l'esprit de club. Avoir un club, appartenir à un club et avoir des utilités. Et ce qui est juste incroyable dans cette collection, c'est qu'ils ont parlé d'utilité, d'avantages que pouvait avoir le propriétaire de ce singe sans en parler. Donc ils ont créé une hype, un engouement énorme.
Et c'est pour ça que beaucoup de stars, du football, de la musique, ont voulu acheter ce type de NFT. Et donc le plus cher qui a été vendu, c'est celui qui a affiché à 3,1 millions de dollars. Et pourquoi? Parce qu'il y a une fourrure creepy, donc une fourrure, on va dire, un peu délirante. Et pareil, pourquoi aussi cher? Puisqu'il y a qu'un NFT qui a cette fourrure colorée sur la surface de 10 000 NFT. Donc voilà pour les grandes, les œuvres phares, on va dire, qui sortent du lot, qui n'est pas forcément représentative, puisqu'il y a des milliers d'artistes. Tous ne vendent pas à ce niveau de prix, même si on souhaite faire tout ce chemin-là. Mais voilà, c'est juste pour montrer en fait pourquoi on est monté aussi haut dans le prix des NFT et pourquoi on parle forcément des NFT, parce que on atteint ces niveaux de vente. On parle de tout ça, qu'en est-il aujourd'hui? Parce que c'est bien beau d'annoncer ces chiffres, de faire miroiter des millions de dollars pour des œuvres créées digitalement et vendues sur le marché. Clairement, avec des sommes telles, forcément ça crée une bulle des NFT, qu'on a pu l'avoir avec la bulle d'Internet, la bulle immobilière. Forcément, tout marché qui a un engouement extrême d'un coup monte très haut. C'est pour ça qu'en 2021 et 2022, on a eu cette croissance, cette pic impressionnante en termes de volume, pour après avoir une explosion de cette bulle NFT à partir de 2023. Et ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que, alors de mon point de vue, le marché s'est peut-être assaini. On a justement trouvé peut-être une cohérence un peu plus importante dans la création des NFT et la valeur qui s'avance. Et je pense que ce marché commence à se stabiliser, ou du moins à trouver sa vraie valeur, son vrai positionnement. Donc la bulle est finie. Il y a toujours un engouement, mais beaucoup moins. Mais ça laisse beaucoup plus d'opportunités et peut-être des choses beaucoup plus, entre guillemets, saines. Et donc le graphique, pour l'expliquer, c'est le volume de transactions en dollars sur les années, entre 2021, la création des premiers NFT, jusqu'à 2024, à travers donc, des plateformes digitales, des marketplaces, où on peut acheter ces NFT. Donc vous allez certainement entendre parler de OpenSea, qui est une plateforme plutôt généraliste de NFT, Rarible également, ou des marketplaces, des plateformes beaucoup plus spécialisées dans l'art comme Foundation, ou alors Supermax. Ouais. Donc on a parlé des marchés du NFT en globalité. Je voulais juste vous faire un focus, puisque on a parlé de blockchain. Il y a différentes blockchains qui apportent différentes utilités. Et pour faire simple, la blockchain, on va dire phare dans le monde de l'art des NFT, c'est la blockchain Ethereum. C'est pour ça que j'ai pris cet exemple-là. Et le market cap de toutes les ventes de NFT, le market cap, la capitalisation de ce marché NFT artistique sur Ethereum, aujourd'hui représente un peu plus de 6 milliards de dollars. Pour vous mettre un peu en tête les chiffres que peuvent représenter le volume fait par les NFT actuellement. Et si on part sur les 30 derniers jours, donc octobre 2024, on voit que le volume échangé s'élève à 190 millions de dollars en un mois. Donc oui, la bulle NFT, le marché s'est crashé, mais il y a quand même une récurrence, il y a toujours des personnes qui sont intéressées, il y a toujours des acheteurs, il y a toujours des vendeurs, sauf que on en parle moins parce que le marché est beaucoup plus sain et moins de sommes et au Et à titre de comparaison, on parle de capitalisation, effectivement, donc c'est le nombre de NFT en vente multiplié par la valeur, ce qui donne cette capitalisation, comme ça qu'on voit dans les sociétés en bourse. Donc là, on a parlé effectivement actuellement d'un marché de 6 milliards de dollars. Pour une petite comparaison, dans la tech, on a entendu parler d'NVIDIA, qui fournissent des cartes graphiques.
Le market cap, la capitalisation, c'est 3011 milliards de dollars. Donc, vous voyez, on est quand même encore loin d'une capitalisation d'une petite entreprise. Ou encore Apple, plus de 3 000 milliards de dollars. Et la première société française, LVMH, où on est à 400 milliards de dollars. Et pour faire une corrélation avec le monde Web3, le Bitcoin, donc son market cap pour l'instant, est de 1203 milliards de dollars, encore bien loin de la capitalisation de l'or qui est aujourd'hui à 17 000 milliards de dollars. Donc quelques chiffres pour vous donner un peu, justement, remonter ces chiffres et qui permettent d'avoir un meilleur aperçu de ce que représente ce marché des NFT. Pour aller très vite sur les NFT, donc on a parlé des NFT artistiques, je dis que NFT ça peut être tout et n'importe quoi, puisque c'est un fichier qu'on enregistre via la technologie NFT dans la blockchain. Typiquement, le premier NFT qui a le plus de volume et plus de propriétaires, c'est Axie Infinity. C'est un petit jeu à la Pokémon. Donc le NFT, pour le coup, c'est un avatar numérique qu'on fait grandir et qu'on nourrit pour qu'il puisse grandir. Donc vous voyez que pour le coup, c'est lié à un jeu. Ensuite, on va dire les deux collections que vous avez abordées dans les virtuals et les CryptoPunk. Et sinon, on peut noter la NBA qui a créé ces NFT. Ils ont pris des vidéos courtes pour immortaliser des moments. Ils ont transformé en NFT pour pouvoir les vendre, puisque ce NFT fait office de type de propriété et d'authenticité. Donc ils ont créé un marché. Et aujourd'hui, on va de plus en plus, et on va de plus en plus parler de Sora, donc avec actuellement une tapée en affiche, où c'est du fantasy football, où on achète les cartes de joueurs, donc un peu la vanille, sauf que ces cartes de joueurs NFT sont reliées à leurs stats dans notre monde réel. Et si le joueur cartonne, eh ben, ça nous fait gagner des points dans le jeu Sora, et forcément la carte aussi de la valeur. Donc c'est pour montrer un peu le panel qu'on peut mettre derrière les NFT. Et je ne pouvais pas terminer ce premier particinement de la raccorder à la vie aujourd'hui avec les élections américaines, puisque Trump a sorti sa 4e collection NFT. Donc on peut dire qu'il surfe bien sur la vague et sait utiliser la technologie. Il faut savoir que ça n'a rien à voir avec le financement de sa campagne présidentielle, c'est purement personnel. Et donc ils vont des NFT de 99 dollars. De 24, oui, c'est ça, de 99 dollars à plus de 24 000. Je pense qu'il a un système de rareté en fonction de ces images qu'il a mis en NFT et pouvoir répondre. Voilà pour cette première partie. J'ai essayé de faire une introduction plutôt simple, sans trop rentrer dans trop de détails. J'espère qu'en tout cas, ça vous a permis d'avoir une meilleure compréhension de ce domaine. Et j'espère que je n'ai pas été trop long. Donc, c'est parfait en termes de timing. Est-ce qu'on prend quelques questions avant de passer au retour d'expérience de Clément? Ouais, moi j'ai une question qui est concrète. C'est que, par exemple, un artiste qui a la demande par rapport à un de ses tableaux qu'un Américain, par exemple, a vu sur son site, ça m'est arrivé, et qui m'écrit en me demandant, j'aime beaucoup ce tableau, est-ce que vous le vendrez en NFT? Moi, je ne connais rien jusqu'à présent à ça, donc je dis non. Mais si je dis oui, apparemment, il y a tout un parcours du combattant pour générer ce NFT, parce qu'il faut passer apparemment par un tiers, une boîte, une entreprise, une entité qui va créer le NFT. Moi, je vais devoir payer ce truc de NFT, et après, qui l'envoie, qui est payé, et au final, finalement, la question finale, c'est est-ce que les bitcoins que je vais recevoir, ou les tokens, ou peu importe, est-ce que je vais pouvoir, moi, les convertir en argent, euros, comptant, et les mettre sur mon compte? Il y a beaucoup de questions. Il y a 3 questions. Il y a 3 questions, mais voilà, c'était un peu le même. Bonsoir à tous, enchanté. Mais je peux avoir la réponse en fait dans ma présentation, parce que c'est un peu le trajet que j'ai suivi. Moi, je m'appelle Clément Gouget, je suis artiste peintre. On m'a parlé des NFT en
En 2017, moi j'étais complètement fermé à cette idée. Je disais, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de NFT? Comment ça, une œuvre numérique? Qu'est-ce que ça peut valoir? Qu'est-ce qu'il y a de concret? On peut pas la toucher, on peut pas la sentir. Jusqu'à ce qu'en 2020, je me fasse un peu accoster par des équipes qui voulaient absolument créer une collection NFT avec moi. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'y intéresser un peu plus. Et moi, dans mon parcours artistique, j'ai toujours vraiment privilégié les œuvres uniques sur toile. Après, j'ai vraiment toujours été très ouvert à peindre sur un peu tout et n'importe quoi qui pouvait me passer devant l'esprit. J'ai peint sur des statues, sur des chaussures, sur des murs, dans la rue, un peu sur tout et n'importe quoi. J'ai vraiment l'envie de jeter mon énergie et ma peinture sur tout type de support. Et au final, quand j'ai commencé à comprendre que les NFT, au-delà de bien d'autres choses, c'était aussi une nouvelle façon pour les artistes de pouvoir s'exprimer, c'est comme un nouveau support en fait. C'est comme passer de peindre sur un tableau et sur un châssis et aller faire un mur dans la rue. Les NFT, pour un artiste, c'est une autre possibilité de vendre son travail et de créer et de pouvoir rentrer dans un univers qui est bien différent du monde IRL, comme Kevin a dit tout à l'heure, donc qui veut dire in the real world, donc de la vraie vie. Parce que autour des NFT règne un vrai système de communauté en fait où tout le monde est connecté sur anciennement Twitter, aujourd'hui X, et sur les Discord et ça n'a vraiment rien à voir avec le monde de l'art traditionnel, le rapport entre artistes et collectionneurs, artistes et acheteurs. Il y a vraiment une dimension en plus qui fait qu'on est au contact en fait au quotidien avec tous ces gens-là et on peut communiquer avec eux. Il y a vraiment un rapport beaucoup plus direct entre l'artiste et les acheteurs et les galeries ou les événements qui sont créés autour des NFT. Donc moi par exemple, ma première collection NFT en fait, ça faisait déjà quelques années au milieu de mes voyages et de mes expositions que j'avais un livre, c'est Flammarion qui m'envoyait des livres vierges, des livres finis avec des belles feuilles de papier glacé sur lesquelles je pouvais dessiner au Posca dessus, sur lesquelles je faisais des portraits. Et donc j'avais créé 2 livres où j'avais tous ces portraits et donc le moment où en fait ces 250 portraits qui étaient sur mes livres sont devenus une collection NFT, et ben il y a eu un travail en fait pour cette première collection assez simple, photographique, où en fait on a shooté à l'appareil photo au 5D tous mes dessins qui étaient sur ce livre. Et ensuite, il y a un graphiste qui a un peu retravaillé pour centrer et ajuster certains clichés. Et c'est devenu la collection NFT. Donc il y a plusieurs... on peut faire un travail digital tout de suite, on peut prendre en photo son travail, on peut travailler avec un graphiste qui va... en tout cas donner votre travail au maximum à 100% tel qu'il est dans la vraie vie sur le visuel digital qui deviendra le NFT. Et donc voilà, la première collection est arrivée, les aristocrates de ces 250 portraits, où moi j'y connaissais vraiment rien à l'époque, où j'étais entouré par une équipe qui, eux, étaient vraiment calés sur tout ça, et une équipe qui progressivement s'est construite avec d'autres collections NFT qui sont arrivées. Et j'ai vraiment découvert un univers. Bon, après, j'étais pas tout seul, perdu dans mon coin en tant qu'artiste. Je travaillais bien, mais en tout cas, j'ai découvert un univers qui est vraiment interactif au quotidien et relationnel entre l'artiste et tous les gens qui rôdent autour, les collectionneurs, les acheteurs, les gens qui ont des coups de cœur. Il y a vraiment il y a une distance qui est plus présente, comme dans la vraie vie, comme je sais qu'il peut y avoir plein d'artistes qui sont chez eux, qui n'habitent pas forcément dans des grandes villes et qui ont peut-être un peu plus de problèmes à essayer de montrer leur travail, de se faire connaître davantage par rapport à ce qu'ils font. Et là, on entre dans un univers Web3 qui est vraiment connecté au quotidien, H24, sur des Discord, sur Twitter, où les artistes qui soient répertoriés à la maison des artistes ou qui soient déjà connus ou qui ont déjà vendu leur travail ou pas, peuvent trouver une audience et rentrer dans cet univers et vraiment s'éclater.
et trouver un nouveau support en plus que leur travail sur toile ou sur la sculpture, peu importe. Je trouve que ça apporte vraiment un plus pour les artistes. C'est un nouveau support pour les artistes pour pouvoir créer et avoir un rapport vraiment direct avec la communauté, la fanbase ou les collectionneurs ou les galeries ou enfin, tout ce qui passe de l'artiste à vendre son travail et pouvoir récupérer, que ce soit des cryptos, qu'on puisse changer après en euros ou en dollars au moment le plus opportun, c'est le mieux, peu importe la crypto-monnaie qu'on reçoit. Sachant que c'est l'Ethereum. Sachant, il y a aussi beaucoup de NFT qui sont Bitcoin, mais Ethereum, c'est vrai que Ethereum, c'est l'une des monnaies les plus courantes pour les NFT. Oui, donc en fait, pour répondre à la réponse, il y avait juste une... Olive, juste une question de monsieur. Non, mais c'était juste pour finir sur la question de passage. Une fois que vous utilisez le NFT, c'est combien vous en voulez? Qui est-ce qui fixe? C'est vous qui allez définir votre prix. Mais surtout, la première question, c'est si vous faites un NFT de votre tableau, vous allez en faire combien? Parce qu'une fois que c'est inscrit dans la blockchain, et que vous donnez ce lien à votre acheteur, et une transaction qui est faite, vous n'en êtes plus le propriétaire. C'est inscrit, c'est ce qu'on espère. Enfin, c'était le débat de la présentation initiale, c'est de dire que le propriétaire peut changer, mais est inscrit avec une traçabilité que vous n'avez dans aucun autre schéma économique réel. Donc, je voulais juste dire que, si je comprends bien, maintenant l'œuvre qui est devenue marchandise a perdu sa valeur d'usage, il n'y a plus qu'une valeur d'échange. Parce qu'il n'y a pas de rapport charnel, il n'y a pas de rapport sensible avec l'œuvre, on ne peut pas jouir de l'œuvre. On ne peut que échanger virtuellement une représentation de l'œuvre. On est bien d'accord, c'est bien ça. Alors si c'est ça, je voulais savoir aussi si le domaine virtuel était complètement séparé du domaine réel, c'est-à-dire qu'en termes de propriété, de droit d'auteur, moi je suis photographe, donc évidemment ce sont des œuvres qui peuvent être diffusées avec un certain nombre d'exemplaires, donc la personne qui achète un NFT ne peut pas diffuser des représentations sensibles de l'œuvre en tirage photographique, etc. C'est quoi non séparé, hein, c'est bien ça. Alors justement par rapport à vous m'entendez? Ouais. Alors justement, moi, par rapport à mon parcours et ma première collection, comme je vous le disais tout à l'heure, au début, quand on me parlait de NFT, je me disais, mais quel est l'intérêt de faire une chose pareille? On n'a pas de l'œuvre physique à la maison, et à l'époque où moi j'ai fait ma première collection NFT, c'était justement que des collections NFT digitales, où il y avait ce principe, comme vous êtes en train de dire. Et moi, c'est quelque chose qui m'a pas plu du tout. On est les premiers à avoir sorti une collection où en fait, parce que moi ma première collection c'est 250 portraits, tous uniques, et en fait je me suis dit mais pourquoi on ne peut pas vendre le NFT à un certain prix, mais que les gens, non seulement quand ils achètent ils reçoivent le NFT, mais en plus ils reçoivent un print de l'œuvre, une impression physique de l'œuvre. Moi, j'avais jamais fait de print en tant que peintre, c'est vraiment que des œuvres sur châssis, toutes uniques. Et donc, en gros, je me suis dit, mais pourquoi on ne peut pas relier les deux mondes, justement, et allier le physique et le digital? Donc, en fait, toute ma première collection, tous les gens ont acheté le NFT, mais ils ont aussi reçu le print signé, daté par moi, et à la main, et chaque œuvre est unique. Et vu que j'avais jamais fait de print en tant qu'artiste, après ma première collection NFT, c'est pas forcément ce qui se passe sur mes tableaux, c'est vraiment un peu l'architecture, la chaîne architecturale de mes portraits qui est vraiment sur la première collection NFT. Mais ça me semblait vraiment important que les gens justement aient cette double cote au final de l'œuvre, ils ont le NFT et l'œuvre physique. Donc l'œuvre physique qui est au statut de ma cote dans le monde de l'art réel, et le NFT qui est dans sa cote de la collection NFT.
Est-ce qu'on peut assimiler ça à des efforts d'artistes numérotés? Oui, parce qu'il y a des tout le monde ne fait pas en fait des collections complètes avec que des œuvres uniques. Il y a beaucoup d'artistes qui vendent des NFT, qui font des NFT un peu au jour le jour et qui vont créer au jour le jour et qui vont dire telle œuvre, il pourrait y avoir 5 exemplaires, ou telle œuvre, il pourrait y avoir 10 exemplaires, ou telle œuvre, il pourrait y en avoir 1000, 2000. Il y a vraiment zéro limite par rapport à ça. C'est vous qui choisissez en fait. La valeur en fonction des nombres d'œuvres. Plus il y a d'œuvres, moins la valeur sera intéressante. Il ne donne aucun droit de diffusion, aucun droit de... Si vous, en fait, vous êtes propriétaire. Propriétaire du visuel. Vous êtes propriétaire du visuel. Pardon. Oui, donc si je fais une analyse rapide, je me dis qu'on est peut-être au balbutiement de ce type de créativité et d'échange, et que par la suite, le fait de passer par le print de manière quasi obligatoire pour que l'artiste ait un retour charnel, comme tu as dit tout à l'heure, enfin visuel, sensible, sera peut-être la suite évidente de cette histoire, ou alors ça va rester bloqué dans un monde purement spéculatif, sans passer par cette chose charnelle, sensible, sensuelle et visible. Voilà. C'est à la main des artistes. Je suppose que l'avenir nous le dira, mais en tout cas, moi ça me paraissait indispensable que les gens aient l'œuvre physique, venant vraiment, étant artiste peintre et faisant que des œuvres uniques et vraiment ayant un rapport avec le châssis, le toucher et le côté physique de l'œuvre. Mais après, c'est pas forcément commun dans le monde des NFT que les gens allient justement le physique et le digital. Nous, c'est notre truc à nous parce que moi, je viens vraiment du tableau, de la peinture, et que ça me paraissait déraisonnable de vendre un fichier numérique tout seul. Mais justement, le fait d'allier les deux, et même sous un côté certificat d'authenticité et de traçabilité des œuvres entre propriétaires, il y a un côté assez intéressant de pouvoir suivre des œuvres à travers leurs propriétaires et donc d'où le fait d'allier le physique et le digital sur mes collections en tout cas et de proposer une double cote aux propriétaires, que ce soit le NFT ou l'œuvre physique. Oui, j'ai une question facile, deux quelle est la plateforme la plus utilisée par les galeries françaises? C'est la première question. Et la deuxième, on a encore parlé du coup des musées. Qu'est-ce qui se passe? Alors, le musée d'Orsay a fait une grosse collection d'NFT. Pardon, vas-y. Donc la première réponse, c'est OpenSea. En plateforme. En plateforme généraliste. En plateforme généraliste, c'est OpenSea. Pardon. Yep. Les galeries, je vous dis tout de suite, ils sont encore un peu perdus dans tout cet univers. Ils ne sont pas prêts du tout et ils n'ont pas de visibilité sur les NFT. C'est les artistes qui font leurs choses. Après, voilà, il y a des grosses structures comme Christie's, Sotheby's qui organisent des grosses ventes, mais encore une fois, c'est pas forcément la galerie qui est mise en avant ou qui a un espace de visibilité entre guillemets ou qui mettent en avant des artistes sur leur espace de visibilité sur OpenSea ou sur n'importe quelle plateforme de NFT. Il y a une référence à ce souvent, c'est les galeries qui proposent aussi aux artistes de faire des NFT, donc ils ne vont pas les faire parce qu'ils ont les demandes, et ils ne vont pas les faire eux-mêmes, mais ils vont aiguiller l'artiste vers une plateforme. Donc, je voulais savoir laquelle, si en France, il y en a une qui est plus utilisée que d'autres. Alors en France, un peu comme un peu partout dans le monde, la grosse plateforme qui est là depuis le début et qui accueille vraiment le plus gros nombre de NFT, c'est OpenSea. OpenSea, c'est un peu un gros Facebook où il n'y a que des NFT en fait. On peut voyager à travers les collections, à travers les artistes, chacun a un espace où il va créer ses œuvres et les vendre au quotidien ou par collection. Après, il y a vraiment des univers différents, il y a vraiment de la photo, il y a de la vidéo. Moi, ce qui m'a vraiment fasciné, pour tout vous dire, plus qu'autre chose dans l'univers des NFT, parce que les NFT ne représentent pas forcément mon travail sur toile,
c'est un peu différent. Ce qui m'a fasciné, c'est ce côté de créer une collection, comme ce dont Kevin vous parlait tout à l'heure, avec les raretés, dans une collection où c'est comme si voilà, on crée un personnage de départ ou peu importe ce qu'on crée de base sur laquelle on vient créer tout autour des différenciations et différentes. Si c'est un portrait, vous pouvez créer plein de types de lunettes, des coiffures, des tenues différentes, et après, en général, parce que Kevin vous a pas dit ça, mais la plupart des collections NFT à la base ont été créées par intelligence artificielle. Il n'y avait pas un artiste derrière qui a créé tous les traits différents, toutes les sortes de vestes, toutes les sortes de graphismes qu'il y a dessus. Et en tant qu'artiste, moi, le travail d'artiste que j'ai trouvé fascinant là-dedans, c'était vraiment justement de créer un patron de base et ensuite créer tout autour toutes les possibilités visuelles qu'on peut avoir qui peuvent être mises les unes à la place des autres et qui créent vraiment des raretés où vraiment on se dit tiens, j'ai créé ce trait-là, j'adore ce trait-là, sur 250, ce trait-là, il y en aura 2. Et celui qui tombe dessus, forcément, son NFT coûtera beaucoup plus cher que tous les autres NFT de la collection. Est-ce que c'est pas la mort des artistes qui sont accessibles ? Alors non, justement, moi... Est-ce qu'on n'est pas une génération qui sont en train de crever ? Non, au contraire, l'art physique ne pourra jamais bouger. L'art physique, les NFT peuvent pas... Pour moi, l'avenir des NFT, il va en alliant le physique et le digital. Et pour moi, il n'y a pas d'avenir des NFT sans une base d'art sur papier, palpable. Quelque chose de réel, de palpable. Si la création sur NFT, enfin moi de ce que j'en connais, c'est de rajouter, d'enlever, de mettre sur une base lambda, c'est plus du tout le même métier, c'est plus du tout la même profession. C'est pas la même. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, toi. Alors ça, c'est un type de collection NFT, ce dont j'étais en train de vous parler. Les PFP, en fait, les profile pictures, ça c'est vraiment des collections avec des portraits, comme les Bored Ape ou ce que vous pouvez voir sur l'écran. Et ça, c'est qu'une partie de l'univers Web3 et des NFT. Les NFT qui sont vendus chez Sotheby's, je peux vous assurer que ce n'est pas des portraits avec des variations. Il y a beaucoup de photographes, de peintres qui vendent leurs œuvres telles qu'elles sont sur châssis de base. Alors je ne sais pas s'ils vendent leurs œuvres reliées avec l'œuvre physique, pour la plupart. Je pense qu'il y en a très peu qui le font d'ailleurs. Mais après, il y a aussi énormément, en fait... Excusez-moi, je propose d'essayer de lever la main parce que une personne qui voulait parler avant, après je vous passerai le micro, parce qu'on entendra bien. Tout à fait, je suis désolée, c'est un peu en décalé, mais je ne suis pas comme choix. Mais juste entre parenthèses, bien sûr, l'œuvre originale, si elle n'est pas reliée avec le NFT, c'est comme si c'était rien passé à côté. Donc, vous savez, pour ma part, une question très pragmatique, parce qu'effectivement, vous donnez des exemples très positifs, des success stories, des choses qui ont très bien marché. Mais dans la pratique, où trouve-t-on les acheteurs? Parce que quand on reçoit des amateurs d'art traditionnels, on ne rencontre que des gens qui sont extrêmement réticents, alors d'une part parce que c'est compliqué, d'autre part parce qu'il y a une très mauvaise réputation qui s'est faite avec des arnaques, parce que se passe une journée sur Instagram, vous soyez abordé par quelqu'un qui vous propose d'acheter vos NFT à ce point de vous entraîner sur une plateforme obscure. Et de cliquer sur un mauvais lien. Et on a aussi beaucoup de... On entend dire par les acteurs du domaine, le marché c'est complètement effondré. Je pense par exemple à Pierre Benoît à la Condamine, qui parlait il y a quelques années dans ce collectif d'artistes de monter un petit groupe, pour monter un groupe NFT, et qui a complètement renoncé, qui dit maintenant mon marché c'est pas la peine, ça ne marche plus. Il y avait la plateforme, on avait vu quelques NFT sur la plateforme de Betara, une plateforme française qui s'était lancée il y a quelques années, je ne sais pas si elle est devenue en Coupe du Prince. Il y avait la galerie en ligne Dear Cycle qui avait quelque chose de très intéressant il y a quelques années, qui proposait à ces artistes de prendre complètement en charge la présentation des NFT de l'aspect réservatif lié aux crypto-monnaies,
qui a du coup créé des collections sur OpenSea, qui est très bien, mais je crois qu'on n'a pas entendu et arrêté. J'ai l'exemple d'une galerie, je crois les galeries Schwab à Paris, qui s'était lancé dans le numérique, les NFT, qui a complètement arrêté parce que ça ne marche pas. Donc, voilà, en pratique, c'est vraiment un espoir d'arriver à vendre des NFT en dehors des collectionneurs et de la presse spéculative, ça peut avoir. Ouais. Alors la partie juridique, on va en parler. Il faut juste savoir qu'on est sur une deuxième vague, que la première vague, il n'y avait aucun encadrement, il y a eu beaucoup d'abus dans tous les sens du terme sur les prix. C'est un peu pour ça qu'on en parler. Et il y a toujours du trafic aujourd'hui sur les NFT qui est de meilleure qualité, puisque naturellement, il y a eu un écrémage qui s'est fait sur tous les abus dont vous parlez. Donc il y en aura toujours, c'est sûr, c'est pour ça qu'on a une partie juridique qui va enchaîner derrière, mais on est en train d'arriver sur un marché qui est en train de mûrir et de se solidifier, puisqu'il y a beaucoup moins de collections qui perdurent. Et là où, quand vous avez 2 ou 3 ans dans les NFT, c'est multiplié par 7 par rapport à l'expérience et au retour d'expérience. Donc il y a un écrémage naturel, et tant mieux, puisqu'aujourd'hui on est dans une phase beaucoup plus solide sur les NFT, mais beaucoup moins de volume. Justement, c'est l'objectif, quand on a monté la maison de la SCNA, qui a cette expérience. Alors, est-ce qu'on clôture là-dessus, parce que vous pourriez peut-être apporter aux artistes qui souhaiteraient se lancer dans les NFT, et ensuite on passera la parole à Thierry Maillard. Merci. Alors déjà, le plus simple, quand vous passez sur des NFT, c'est déjà d'avoir un vrai artiste à l'origine. C'est-à-dire qu'on a profité... J'espère être une vraie artiste. Je parlais de votre question en général. Et que c'est beaucoup plus simple de partir d'un artiste qui est reconnu, qui a un travail pour avoir une communauté autour, que de dire je me mets à chanter et je vends pas de disques. Quoi. Je comprends. Voilà. J'ai été un peu forcée, on m'a dit, parce que j'avais beaucoup de demandes, effectivement. Donc je me dis, bon, ben, je vais y aller, j'y vais. Sur la mais partie... je sais pas gérer. Non mais ça c'est un autre canal de distribution qui est propre. Et que je ne connais pas. Et voilà, et qui est un parcours complet avec... Et j'aimerais être accompagnée par une structure, quelqu'un, je sais pas, la personne qui me l'a fait ne veut pas parler. Alors faire le NFT, là vous parlez d'une chose technique. Voilà. C'est-à-dire que la partie technique, c'est comme si je vous dis, je sais chanter et j'ai fait des DVD, voilà. des CD. La diffusion, la distribution, la communication, la représentation de votre travail sur une plateforme digitale a des codes, a des règles, a un planning, et c'est un travail du quotidien. Nous, on est sur une plateforme, il y a une plateforme d'échange, donc c'est ce qu'on disait, c'est le Discord. Il y a combien de membres en ce moment On est à plus de 5000. On est à 5000 personnes qui échangent régulièrement sur le travail de Clément, et ça, c'est réglé, il y a une équipe derrière, et voilà. Mais ce parcours-là, c'était un peu pour ça que Aurélie nous a demandé de venir, et c'est des choses sur lesquelles vous pourrez revenir ensuite plus tard, mais il y a des accompagnements possibles. La seule chose, c'est que considérez ça comme un type de propriété de votre travail, qui représente votre travail, mais vous repartez sur une autre phase. J'appelle à gérer cette chose-là. Ou pas vous. Voilà, d'accord. Pas forcément vous. Si vous êtes bien accompagné avec un objectif et que c'est expliquer le calendrier, et surtout qu'il y a cet effet déceptif dont vous parlez, qui n'a peut-être pas été expliqué parce que c'est pas communiqué, si vous êtes mal représenté sur ces plateformes, et ben voilà. Merci. Je vous en prie. On en est où? Non, mais j'essaie juste de ne pas vous donner. Il n'y a pas une règle absolue, non, et c'est pas. J'ai essayé, si vous voulez. Le parcours. J'ai essayé. Voilà. Il y a des règles, il y a un parcours complet à avoir, et quelqu'un qui vous fait un NFT, c'est une partie technique. Exactement. En fait, il faut voir ça comme un nouveau support créé, et après, il faut connaître la manière dont on le vend, en fait. Comme n'importe quelle œuvre, en fait. Le mettre en avant. Le mettre en avant. Mais je veux bien apprendre. Mais... Donc, et en termes d'accompagnement, oui, forcément, il y a des accompagnements. Alors, c'est pas encore beaucoup développé, et c'est ce qu'on souhaite faire avec le ByCM Lab, c'est ne pas faire des formations, on va dire, basiques, standards, et plutôt échanger avec vous, échanger avec la vision des artistes, et peut-être co-créer quelque chose qui ressemble à ce que vous avez besoin sur le terrain, entre guillemets, et pas juste vous vendre une formation NFT classique. Donc, voilà. Sans voir vendre la peau d'ours, mais c'est vrai qu'on a ce projet justement de vous apporter
un peu de compétences en s'appuyant sur ByCM Lab, c'est pas encore finalisé, mais soit à travers des sessions experts, soit à travers la proposition d'un accompagnement. On va aussi faire un webinaire sur le sujet. Et là, on va voir si les besoins sont plus techniques, comment on crée une NFT, avec quel outil, et aussi la partie diffusion. Donc il y aura probablement ce balancier entre les deux, et on va vous accompagner pour que vous puissiez créer vos NFT. Après, c'est pas certain qu'il soit vendu. Mais au moins, vous pourrez vous amuser un petit peu. C'est ça. Voilà. Enfin, le but, c'est de prendre plaisir à créer sur un nouveau support, en fait. Et en fait, c'est ça qui est intéressant. Faut pas le voir comme la poule aux œufs d'or, comme on a pu voir les chiffres. Il n'est pas fait pour ça. Voilà, mais se dire, ok, je m'éclate sur un nouveau support, comme a pu le faire Clément, alors qu'à la base, il était réticent. Et voilà, faut le voir comme un nouveau support, un nouveau moyen de s'éclater, et puis de toucher peut-être d'autres personnes différemment. Alors, juste pour terminer sur cette première partie, peut-être nous parler de qu'est-ce que c'est ByCM Lab, même si ça peut, vous en avez déjà pas mal parlé, mais ça peut évoluer vers l'accompagnement justement. Et est-ce qu'il y a autre chose à ajouter ou est-ce que l'on peut passer à la deuxième partie? Juste par rapport à ce qu'on était en train de dire, je voulais juste rajouter que, comme je disais tout à l'heure, faire un NFT et le mettre sur OpenSea, c'est sans rien faire à côté, c'est un peu comme jeter une pierre à la mer, quoi. Complètement, mais je pensais que sauf que c'est ça qui est dommage. Je pensais que j'allais avoir, je sais pas, oui c'est vrai, j'ai pas saisi l'ampleur que ça pouvait être. Non, mais c'est ça qui est dommage dans le sens où, en fait, faire un NFT, ok, mais si vous voulez faire des NFT, il faut un minimum, en fait, essayer de rentrer dans le système Web3. C'est-à-dire être un peu présent et rentrer dans les systèmes de communauté qu'il y a sur X et sur Discord. Et là, vous pouvez, comme nous chez ByCM Lab, où on fait tous les mois des concours artistiques, où là, on invite tous les artistes qui sont dans les communautés, même les communautés amies ou quoi que ce soit, à créer autour d'un thème. Et à chaque fois, ça fait de la visibilité pour tous les artistes, ou tous les apprentis artistes, ou tous les gens qui veulent devenir artistes, ou tous les gens qui veulent faire des NFT, peu importe la reconnaissance que les créateurs vont avoir, ils sont plongés dans un univers de communauté avec beaucoup de gens qui achètent des NFT, qui consomment des NFT, qui créent des NFT. Les artistes peuvent communiquer, échanger ensemble au quotidien sur le Discord, sur X, à travers toutes les plateformes. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pas forcément créer pour créer, mais quand on crée un NFT et qu'on suit un peu le système et qu'on rentre dans le Web3, c'est là que vous découvrez un univers que moi j'avais jamais vu en tant qu'artiste peintre dans la vraie vie à faire des peintures. Merci. Alors, moi, je vais vous parler plutôt ça a été très bien présenté, quelles sont les opportunités, comment un artiste peut réussir à se saisir des NFT pour créer une technologie souple, notamment pour pouvoir effectivement dire on va associer la vente du NFT avec un print. On peut avoir aussi des visites d'ateliers qui sont prévues. On peut avoir plein de choses qui sont associées au NFT. Moi, je vais vous parler plus un peu des risques et de la vigilance à avoir, ce qui va recouper un certain nombre de points qui ont été soulevés. Alors, pour revenir sur l'intérêt des NFT, c'est vrai qu'il y a eu la bulle qui a été très importante, qui était avant tout spéculative. Pour moi, les Bored Apes, les CryptoPunks, je suis pas sûr qu'on soit vraiment dans le domaine de l'art, en tout cas celui que la DAGP gère. Et on était avant tout sur aussi des gens, il faut savoir, les crypto-monnaies sont quand même utilisées aussi pour blanchir de l'argent. Donc c'est un moyen aussi quand on sait plus quoi en faire, puisque les crypto-monnaies ont quand même énormément augmenté, notamment au plus haut de la bulle. Il y avait des gens qui avaient plein d'argent, qui avaient acheté pour pas grand-chose au départ. Donc il y a beaucoup de la spéculation. Là, la bulle a dégonflé. Maintenant, on revient à des choses beaucoup plus saines et avec ce qui reste finalement, c'est les projets les plus intéressants. Les NFT, ils sont très intéressants. D'accord. Les NFT, là où ils sont très intéressants, c'est que c'est une réponse technologique. C'est pour ça que là, je diverge un tout petit peu sur l'intérêt par rapport aux œuvres purement numériques. Pour moi, c'est avant tout, et quand on regarde le marché aussi, ce qu'attendent notamment quand nous on parle avec les maisons de vente et notamment les grandes maisons de vente pour savoir ce qui les intéressait, c'est une réponse à l'art nativement numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez un fichier et que vous voulez le vendre comme un tableau, avant qu'il ait NFT, on aurait pu vous dire, oui, mais un fichier, il peut être en 1 million d'exemplaires sur Internet, pourquoi je vais aller dépenser de l'argent pour acheter un fichier? Alors la solution qu'on avait avant,
c'était de le mettre sur des clés USB, sur des DVD, et on vendait le DVD ou la clé USB signée par l'artiste, voire des machines entières pour pouvoir visionner l'œuvre, mais c'était un petit peu compliqué. Là, le NFT il permet de recréer exactement les mêmes particularités qu'un support tangible. De la même manière que quelqu'un qui achète un tableau, il va pouvoir dire je suis le seul à avoir le tableau, là le NFT technologiquement permet de dire je suis le seul à être propriétaire de cette œuvre numérique qui a été reconnue par l'artiste comme étant son original. Ensuite, effectivement, il peut y avoir une spéculation qui arrive dessus parce qu'on a quelque chose qui a une unicité, alors que dans le numérique, jusqu'à présent, on ne savait pas créer de unicité. Donc c'est très intéressant technologiquement. Et ensuite, une fois qu'on a cette unicité, on peut effectivement dire, on le lie aussi avec des œuvres physiques, et il y a plein de modèles économiques qui sont possibles. Mais il y a quand même des choses à avoir en tête. Alors, par rapport à toutes les questions qui ont été posées, moi j'aurais tendance, au risque d'être un peu rabat-joie, à dire que pour moi, quand même, les NFT sont avant tout faits pour... on le voit bien, il faut être très à l'aise avec les réseaux, avec le Web3, avec la communication, etc. C'est vrai que si on n'est pas du tout à l'aise avec un ordinateur, avec ce type de création, le risque est que ça se passe pas forcément bien. Il ne faut pas s'imaginer forcément, notamment les jumeaux numériques dont on parlait, les musées ont réussi à vendre un peu des jumeaux numériques de leur collection, en plus d'estampes qui étaient dans le domaine public, qui en tant que telles n'ont aucune valeur, d'acheter un NFT d'une œuvre du domaine public, mais ça marchait parce qu'on était dans la bulle et que ça fonctionnait. Aujourd'hui, économiquement, ça fonctionne plus du tout, et donc les musées sont partis quand même sur d'autres choses. Alors, si le musée d'Orsay, on a refait ça, j'avais pas vu, mais en tout cas, on a senti un attrait. Et la collection, qui était la société qui faisait ça notamment, est passée sur d'autres modèles, ce qui ne veut pas dire que les NFT sont pas intéressants. Mais dans les risques que je voulais mettre en avant, pour se dire, si vous y allez, je pense qu'il faut, comme Clément l'a fait, de se mettre vraiment dedans, de comprendre comment ça marche, et puis rentrer dans la logique. Mais même parfois, il y a une logique presque esthétique des NFT. C'est quand même un type de création souvent qui n'est pas le reflet exact des créations notamment qu'il y a ici et qui sont l'art plus physique qu'on a. C'est vrai qu'il y a un langage un peu artistique aussi dans les NFT. Donc les risques, si jamais vous vous lancez là-dedans, il y en a plusieurs. Alors, déjà, un risque très pratique que je voulais mettre en avant, c'est qu'il faut savoir que la blockchain, ça a été expliqué, c'est décentralisé et c'est autonome, c'est indépendant. Il n'y a personne qui a la main sur la blockchain et qui va pouvoir dire je vais contrôler tout ce qui va se passer. Si ça se passe mal, je vais intervenir pour rétablir les choses. Si vous êtes dans une banque et un accès en ligne, vous perdez votre mot de passe, vous allez contacter votre banque, vous allez demander j'ai plus mon mot de passe, ils vont vous redonner un mot de passe et vous pourrez accéder à vos comptes. Si vous perdez la clé d'accès à votre wallet, vous pouvez vous plaindre auprès de personne. Donc vous pouvez avoir 1000 NFT à l'intérieur. Si vous n'avez plus de quoi accéder à votre NFT, alors il y a des choses qui sécurisent, il y a des clés physiques, des choses de genre, etc. Mais malgré tout, si vous perdez votre clé, si vous la faites voler et que quelqu'un prend votre wallet, vous ne pouvez vous plaindre à personne. Donc il faut avoir en tête, c'est pour ça si on n'est pas à l'aise technologiquement avec tout ça, il peut y avoir des ratés. De la même manière, moi je déconseillerais aussi, en tout cas de faire attention. C'est vrai que nous on voit qu'il y a des galeries, par exemple, qui proposent aux artistes de créer eux-mêmes des NFT et qui ont les wallets des artistes. C'est normal d'une certaine manière parce que les artistes connaissent pas forcément comment on crée un wallet, etc. Le problème, nous on le voit souvent à la DAGP, quand ça se passe mal ensuite avec le galeriste, donc en général les artistes viennent nous voir en disant mais il faut obliger le galeriste à retirer les images de mes œuvres sur la galerie parce qu'il veut les garder, etc. On est dans le champ du droit d'auteur, nous on peut intervenir, on peut dire vous n'avez pas le droit de le faire. Avec des NFT, si votre galeriste part avec votre wallet et ne veut pas vous le donner, ça va être compliqué. Alors, le droit s'applique toujours malgré tout, mais on est dans quelque chose qui n'est pas régulé. Il n'y a pas une autorité centralisée qui va pouvoir vous aider. Donc il faut faire attention à ça. Et il y a eu des cas retentissants de gens qui avaient pour 500 millions, non peut-être pas 500 millions d'euros, je sais plus combien, sur des wallets avec des CryptoPunks, etc. Ils ont perdu leur clé d'accès, ils ont tout perdu. Et ils peuvent juste pleurer dans leur coin, mais personne ne peut les aider là-dessus. Donc à mon sens, il faut quand même être prêt à se mettre dedans technologiquement, à bien comprendre comment ça marche, sinon ça peut être un peu une catastrophe. Ensuite, il faut avoir en tête les aspects de la pure droit d'auteur, qui est le cœur de l'activité de la DAGP, notamment si vous avez des œuvres et que vous voulez les mettre sous forme de NFT. Et en fait, il faut savoir, faut raisonner un peu pareil que sur des tableaux, des sculptures réelles, tangibles. Il faut savoir qu'en France, jusqu'en 1910, vous vendiez un tableau, vos droits d'auteur étaient automatiquement cédés intégralement
au propriétaire du tableau. On a une loi en 1910 qui a dit on sépare la propriété matérielle du support de l'œuvre et la propriété intellectuelle. Donc quelqu'un qui aujourd'hui vous achète un tableau, il n'a pas les droits, il ne peut pas aller faire des t-shirts et des cartes postales avec votre œuvre. Il a juste le droit de profiter, de jouir, ce dont on parlait tout à l'heure, du tableau, il va le mettre dans son salon, il aura le droit de le revendre, mais il n'a pas le droit de faire des exploitations. Pour les NFT, il faut que ce soit la même chose. Et c'est vrai que ce qu'on constate sur les NFT, c'est que les vieilles habitudes d'avant 1910, finalement, sont revenues dans le monde des NFT et qu'il y a... Alors, certains artistes sont tout à fait à l'aise avec ça, mais on a plusieurs membres de la DGP qui nous ont dit « Mais moi, ça me va très bien, l'idée de... c'est la philosophie du Web 3.0, on vend les œuvres, les NFT, et en même temps, c'est normal que celui qui achète l'œuvre puisse en faire ce qu'il veut, puisse la modifier, puisse l'exploiter commercialement, etc. » Ça, c'est la responsabilité de l'artiste. Il a le droit de vouloir exploiter son œuvre comme ça, mais il y a beaucoup d'artistes qui créent des NFT et qui n'ont absolument aucune envie d'autoriser qu'on fasse tout et n'importe quoi avec leur œuvre. Or, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un certain nombre de plateformes où si vous allez créer un NFT, on va vous faire céder plein de droits, on va vous faire donner plein d'autorisations à l'acquéreur qui sont pas légitimes. Donc ça, c'est le premier combat sur lequel nous on se bat, c'est que il faut que les plateformes permettent aux artistes de choisir ce qu'ils ont envie de faire. À tout le moins, c'est vrai que c'était évoqué tout à l'heure, quand on achète un NFT, l'idée n'est pas juste d'avoir un outil de spéculation, c'est aussi ne serait-ce que de pouvoir le regarder chez soi, de le mettre sur un écran, de le regarder sur son téléphone, etc. Donc c'est vrai que c'est pas normal d'avoir une autorisation qui relève du droit d'auteur, au moins de pouvoir regarder l'œuvre. Et de se dire, quand ça va être revendu, le nouvel acquéreur va pouvoir regarder l'œuvre. Est-ce que c'est normal d'aller plus loin et de dire, l'acquéreur pourra faire tout ce qu'il veut, faire autant de prints qu'il veut, autant de tirages, pourra faire des exploitations commerciales à sa guise, pourra faire des spots publicitaires s'il veut. Pour la DGP, non, c'est pas normal, ou alors il faut vraiment que l'auteur ait compris ce à quoi il s'engage, mais souvent c'est pas le cas. Donc il faut faire attention aux plateformes, et notamment aux conditions générales. Il y en a certaines. Alors OpenSea qui est la plus grande, qui est très logique américaine de grande plateforme, où souvent, si vous postez sur Instagram ou Facebook, cédez plein de droits à Instagram et Facebook pour faire plein de choses. Là, OpenSea, bizarrement, est plutôt sur l'approche de dire, vous faites ce que vous voulez, les droits d'auteur ne nous regardent pas, ce sera l'artiste qui verra ce qu'il fait. Donc ça, c'est plutôt bien à la limite, même si par ailleurs, il y a d'autres problèmes avec OpenSea, mais il y a des plateformes, y compris, alors Foundation qui a été cité tout à l'heure, j'ai pas regardé récemment, mais il y a 2-3 ans, on a épluché toutes les conditions générales. Foundation demandait des autorisations extrêmement larges. Et attention, il y a deux types d'autorisations. Il y a celles que vous donnez à l'acquéreur du NFT et qui vont être mises dans ce qu'on appelle des smart contracts qui sont intégrés au NFT, et également des autorisations que la plateforme va se donner à elle-même en disant si vous vendez sur ma plateforme, je vais pouvoir faire plein de choses. Et notamment Foundation prévoyait qu'il pouvait faire des exploitations à des fins de promotion de Foundation ou de ses partenaires aussi. Donc, ce qui veut dire que si Coca contactait Foundation pour dire je veux utiliser ce NFT pour faire ma promotion, en tout cas quand on lit les conditions générales, ça c'est autorisé. Donc faites attention quand vous allez sur une place de marché, une marketplace, notamment à ce qui peut être indiqué dans les conditions générales. Ça c'est la première vigilance. Et alors, c'est très compliqué honnêtement, c'est très compliqué techniquement, c'est très compliqué juridiquement, c'est pour ça qu'il faut y aller vraiment de manière très prudente. Alors, sur les aspects techniques, je vous signale juste, nous on a fait il y a 2 ans, je crois, un guide pour essayer d'expliquer un peu comment on peut créer des NFT. Ça reste malgré tout, il faut être motivé, faut se dire je vais y passer du temps à essayer de comprendre toutes ces choses-là, mais il y a à la fois les petits aspects techniques et juridiques qui sont rappelés là-dedans, c'est téléchargeable sur le site de la DGP, c'est pas en accès restreint, donc vous pourrez le trouver. Et par ailleurs, ce sur quoi on travaille, notamment avec le CSPLA, qui est le Conseil supérieur de la propriété littéraire artistique, qui est le conseil qui conseille le gouvernement sur toutes les questions de droit d'auteur, on est en train de travailler à des bonnes pratiques en matière de respect des droits des artistes, à la fois techniques et juridiques. L'un des points juridiques aussi qui est problématique, c'est la blockchain, elle est très très sécurisée. Une fois que c'est dans la blockchain, on a une traçabilité parfaite, c'est transparent, c'est infalsifiable. La faiblesse, elle est en amont. Elle est quand on injecte quelque chose dans la blockchain. Et aujourd'hui, il y a plein d'artistes qui se retrouvent avec des NFT qui sont vendus avec des œuvres à leur nom, mais c'est jamais eux qui les ont mis, c'est absolument pas eux qui les ont mis. Et ça, c'est un problème aujourd'hui. Donc, on travaille aussi avec les plateformes pour qu'elles aient l'obligation de vérifier l'identité, ou qu'en tout cas, il puisse y avoir un label pour
pour les artistes qui veulent pouvoir dire, moi je veux que ce soit un NFT qui soit fiable et où mes acheteurs sauront que c'est bien moi qui l'ai créé. Si vous allez sur OpenSea, il doit y avoir 10 millions de NFT Picasso. Et je vous confirme que Picasso, de son vivant, n'a pas créé de NFT et que la succession Picasso non plus. Donc ça, c'est un vrai problème. Il faut mettre de la sécurité en amont là-dessus. Et donc cette charte qui est en cours de négociation, elle dira ce que doivent faire les plateformes pour bien respecter les droits des artistes, y compris en matière de droits d'auteur, c'est-à-dire de dire un artiste doit être informé sur, si on veut qu'il cède des droits à l'acquéreur, il faut qu'on lui dise voilà ce que vous avez le droit de céder, soit ça, soit ça, soit ça, et c'est vous qui choisissez ce que vous avez envie d'accorder. Et donc ensuite l'idée ce sera que les plateformes qui veulent être vertueuses pourront dire moi j'ai choisi cette formule-là, je vous informe, et donc je peux mettre le label du ministère de la Culture qui dira je respecte bien les droits des auteurs. Donc, les droits d'auteur, il faut faire très attention parce que aujourd'hui, malgré tout, la blockchain, c'est vraiment un peu moins qu'il y a 3-4 ans, mais ça l'est encore beaucoup. C'est beaucoup le Far West. C'est une technologie qui évolue en plus assez vite. On développe plein de choses. C'est de plus en plus riche, de plus en plus utile. Malgré tout, juridiquement, il y a plein de choses. On ne sait pas. C'est pas encadré. Il y a personne pour vérifier comment c'est encadré. Même fiscalement, je ne sais pas comment vous faites pour traiter fiscalement. Juste à ma connaissance, le fisc, tant qu'on revend pas en euros, ne s'en préoccupe pas. Mais il y a beaucoup d'artistes qui ont des Ethers sur leur wallet, qui ont de la crypto-monnaie. Donc pour l'instant, il n'y a pas à se poser la question. Mais le jour où on convertit en euros, bon courage pour savoir comment on le déclare et puis ce que ça va représenter. Il y a encore des choses qui sont un peu obscures. Ça y est, c'est réglé maintenant. Par exemple, moi, si vous êtes artiste à la Maison des Artistes et que vous vendez des NFT, vous avez des cryptos sur votre wallet et que vous voulez transposer ces crypto-monnaies en euros ou en dollars, peu importe, ça relève pas de la Maison des Artistes. Là, vous devez être auto-entrepreneur et vous êtes taxé à 30%. Flat tax. Oui, alors ce qui veut dire que du coup on ne prend pas le régime du sous-jacent, c'est-à-dire qu'il est l'œuvre d'art, mais pour moi la question est encore ouverte malgré tout juridiquement, et elle est d'autant plus ouverte, c'est un autre point sur lequel je voulais vous alerter, il y a la question de la qualification de ce que vous vendez. Si vous vendez une œuvre nativement numérique avec un NFT, vous pourriez dire c'est l'équivalent d'une œuvre originale, donc c'est soumis au même régime fiscal qu'une œuvre d'art originale. Ça pourrait être soumis au droit de suite aussi, qui s'applique aux œuvres d'art originales. Mais si vous faites un jumeau numérique d'une de vos œuvres, par exemple, la question elle n'a pas été tranchée. Moi, mon analyse d'un point de vue de droit d'auteur, vous avez une œuvre préexistante qui est un original et vous faites une reproduction, donc on est dans le domaine de l'édition. Si vous vendez cette édition comme une œuvre originale, vous pourriez ensuite avoir des problèmes par rapport à l'acheteur qui va dire mais j'avais compris que c'était un original, mais en fait c'est une édition. Il peut y avoir des difficultés liées à la numérotation. Alors je ne sais pas s'il y a des photographes ici, mais par exemple il faut aussi avoir en tête qu'un original en matière de photographie c'est 30 exemplaires, tout format et support confondu. Si vous faites 30 exemplaires, un tirage argentique papier, et que vous dites tiens je vais faire 30 NFT par ailleurs de la même photo, vous risquez de faire perdre l'originalité à tout votre tirage parce que tout support confondu, vous allez faire la fois du papier et du numérique. Tout ça, ça n'a pas été jugé, c'est pas encore établi, mais c'est pour ça qu'il faut être très prudent. Donc ça, c'est sur la partie droit d'auteur, et sur les arnaques, malheureusement, par rapport à beaucoup de choses qui ont été dites, notamment votre question, nous, on a énormément d'artistes qui reviennent vers nous, je crois que c'est la même chose pour la Maison des Artistes, sur toujours le même scénario, c'est-à-dire quelqu'un qui vous contacte sur Instagram ou Facebook, en général, c'est un collectionneur américain, ou alors l'assistant d'un collectionneur américain. Nous, malheureusement, on a certains membres qui sont allés jusqu'au bout de l'exercice et qui s'est mal terminé. Donc, je peux vous dire comment ça se termine quand ça se termine. C'est-à-dire, soit vous vous dites, au bout d'un moment, c'est pas clair, ils me disent, il faut passer par telle plateforme et c'est très facile, on va vous accompagner. Beaucoup d'artistes abandonnent en se disant, est-ce que c'est pas un peu dommage parce que j'aurais pu faire une belle vente? Et en général, le collectionneur arrive en disant, moi, je suis prêt à vous prendre ces 4 œuvres-là et je vous la paye 2 Ethers, 10 Ethers, etc., ce qui fait l'équivalent de 20 000 euros par œuvre. Est-ce que ça vous intéresse? C'est sûr que c'est tentant de dire oui. Ce qu'on constate en général, c'est que l'étape d'après, c'est de dire c'est parfait, dans ce cas-là, il faut créer les NFT qu'on va vous acheter immédiatement, mais
voilà, j'ai le cas où c'était une supposée assistante d'un collectionneur qui disait il faut passer, je vous conseille de passer sur cette plateforme qui est extrêmement bien faite, qui a des frais de transaction qui sont extrêmement faibles, des frais de gaz, qu'on appelle les frais de gaz quand on crée un NFT, il y a un coût, c'est pas cher du tout. Allez sur cette plateforme et en plus le collectionneur pour qui je travaille est habitué à cette plateforme, donc ça le rassurera de passer par là. Donc si on passe par cette plateforme ensuite, qui est en général une plateforme qui a été créée uniquement pour une arnaque, qui n'a même, je ne sais même pas si c'est relié au blockchain, toujours, ça se trouve, ça n'est relié à rien du tout, c'est juste un simulacre de blockchain. Vous créez votre NFT après avoir payé peut-être 400 € en crypto-monnaie pour pouvoir frapper le NFT, mais vous vous dites de toute façon, le collectionneur m'a dit qu'il allait me les acheter pour 20 000 €, l'équivalent de 20 000 €, donc ça vaut le coup de le faire. Effectivement, vous créez le NFT et là vous voyez dans l'interface que le collectionneur a tenu parole et a acheté vos 4 œuvres sous forme de NFT et que maintenant vous n'avez plus qu'à empocher le pactole. Si ce n'est que quand vous allez dire ensuite, oui, mais moi j'aimerais récupérer des euros, parce que c'est ce qui m'intéresse plus, on va vous dire, alors soit il y avait un artiste qui nous montrait qu'on lui disait, comme vous êtes un nouvel inscrit, vous n'avez pas suffisamment créé de NFT pour pouvoir retirer immédiatement les sommes, donc il faut en créer plus, donc il faut recréer des NFT en plus à 400 €. Ou alors à la fin, on lui disait, bon maintenant c'est bon, mais par contre, on est soumis au droit américain, il y a des taxes américaines à payer, mais rassurez-vous, vous pouvez les payer via la plateforme, et dès que vous les payez, on débloque les 40 000 € qui vous attendent, ou les 60 000 €, donc finalement ça vaut le coup. Une fois qu'il payait, il y en a un qui a persévéré beaucoup et qui à la fin, on lui a redit qu'il y avait encore d'autres taxes, une dernière à payer, et là il s'est arrêté. Et finalement le message qu'il a eu, alors j'ai repris le message qu'on lui avait envoyé et que je vous traduis en français, mais c'était, alors à quel endroit c'était extrêmement aimable. Vous n'êtes qu'un imbécile, monsieur, vous avez perdu votre argent, passez à autre chose, ne soyez pas un bébé pleurnichard. Donc voilà comment s'est terminée l'aventure. Tout ça pour vous dire, de manière générale, c'est très probablement une arnaque. C'est vrai que si vous voulez vous mettre dans les NFT, mettez-vous-y seul ou accompagné évidemment. Mais en tout cas, vous pouvez très bien aller sur une plateforme comme OpenSea et créer vos propres NFT. Et ensuite, si des acheteurs viennent vous voir, de dire ils sont là, mes œuvres, ou alors je vais créer le NFT par mes propres moyens. Mais méfiez-vous des plateformes qu'on vous indique dans le mail en vous disant celle-là, c'est la nouvelle plateforme, la dernière qui est sortie, elle est ultra performante, allez voir. Allez voir dans ce cas-là sur Internet ce qui s'en dit. Alors faites attention là-dessus, j'ai fait l'exercice sur une des plateformes qu'on m'avait signalé. Le premier commentaire est ultra élogieux, mais si on regarde les autres commentaires, là il n'y a que des artistes qui disent je me suis fait arnaquer, j'ai payé et puis il s'est rien passé derrière. Donc ils ont évidemment des gens qui mettent des commentaires positifs mais qui sont inventés. Si vous savez faire ça, vérifiez la date de création du nom de domaine, savoir si c'est un site récent ou pas, sachant qu'en matière de NFT c'est pas forcément anormal qu'un site soit récent. Et puis surtout, je pense que l'élément le plus important, c'est si on vous demande de payer quelque chose, là, ça doit être un peu les warnings, de vous dire, alors, en matière de NFT, quand on frappe le NFT, souvent, de toute façon, il faut payer quelque chose parce qu'il y a besoin d'un calcul. Ça, c'est pas totalement anormal, même s'il y a beaucoup de plateformes qui prennent les frais de gaz de création du NFT au moment où on fait la transaction aussi, donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais en tout cas, si on vous demande de payer des taxes, des choses de genre, etc., c'est a priori qu'on est sur une arnaque. Donc voilà et je crois que j'ai vu aucun artiste qui a été contacté de cette manière, qui a réussi à faire une vente de NFT derrière. Donc je pense que vraiment la bonne démarche, c'est de se dire si vraiment vous voulez vous mettre au NFT, prenez le temps de comprendre comment ça marche, techniquement, l'écosystème aussi, et aussi, je pense que c'était très bien dit, c'est pas que techniquement, c'est aussi comment ça marche, les collectionneurs de NFT, où sont les communautés, comment on active ça a été très bien dit, le rapport que les artistes peuvent avoir en direct avec les collectionneurs, ça, tous les artistes qui font des NFT de manière importante, professionnelle, nous disent la même chose, c'est vrai que c'est ce contact direct, mais c'est un investissement ce serait un tort d'imaginer qu'il suffit de prendre toutes vos œuvres physiques, vous allez en faire un jumeau numérique et vous allez les vendre à 69 millions de dollars. En général, ça se passe pas comme ça. Donc il faut prendre le temps d'y aller avant que ça marche pas. Merci beaucoup, Thierry Manias. Très intéressant.